Avec Sénégal, un nouvel élan avec l'ouverture d'un bureau d'expansion chargé de promouvoir l'implantation d'entreprises québécoises au Sénégal. Réforme en profondeur du droit foncier. L'idée est lancée ce matin au cours d'une rencontre sur le droit foncier au Sénégal. Je vous le disais tantôt, Mohamed Ould Abdelaziz est à Dakar depuis ce matin. Accueilli par le chef d'État, le président mauritanien est en visite d'État de 48 heures au Sénégal. C'est dans une intense ferveur populaire et une très forte mobilisation que le président mauritanien a été accueilli par les populations en compagnie du président Macky Sall, Pape Birame Biguendiaye. Une fin de matinée aux couleurs de deux pays amis et frères. L'instant d'une amitié qui se confirme. Le jour d'une arrivée aux allures de retrouvailles entre deux chefs d'État qui partagent l'esprit d'un bon voisinage. Une diplomatie de proximité pour renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les deux peuples. Dont la marche vers un avenir meilleur pour le peuple mauritanien et celui du Sénégal, les deux chefs d'État optent pour une redynamisation des relations bilatérales. Et pour accompagner cette opération diplomatique, les populations collent à la volonté politique. Une vraie marée humaine attendait les deux chefs d'État à la sortie de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et pendant ce temps, à la place Washington, les populations se préparent à accueillir l'hôte du président Sall. Ambiance électrique aux abords de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ferveur populaire au boulevard de la République. À leur arrivée au palais de la République, les deux chefs d'État ont eu un deuxième tête-à-tête pour les premiers échanges articulés autour des axes de coopération à approfondir dans l'après-midi. Toujours dans le cadre de cette visite d'État du président mauritanien au Sénégal, les deux chefs d'État ont présidé cet après-midi une séance de travail avec des ministres et experts des deux pays pour évoquer les différentes possibilités de coopération économique. Il s'agit essentiellement des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie. C'est un prélude à la signature des accords prévus demain avec la publication d'un communiqué conjoint final. Pape Birame Biguendiaye.
Ce sont les tout premiers échanges élargis aux deux délégations. Séance de travail pour traduire en acte la vision des deux chefs d'État dans l'esprit d'une relance de la coopération économique entre les deux États. 9 ministres mauritaniens avec des portefeuilles stratégiques ont exposé les potentialités et différentes pistes de coopération avec le Sénégal. Il s'agit notamment du secteur des infrastructures avec la construction du pont de Rosso pour rapprocher davantage les deux peuples. Dans le domaine énergétique, la Mauritanie pourrait être d'un apport certain pour notre pays, avec des sources d'énergie telles que le gaz. Il y a également des possibilités de coopération dans le domaine de l'agriculture, favoriser l'intégration sous-régionale en utilisant des outils stratégiques à l'image du barrage de Diamant et celui de Manantali. Il s'agira également d'organiser la transhumance du bétail pour éviter les conflits entre les éleveurs des deux pays. Dans le secteur de la pêche, il est prévu de mettre en place un espace de dialogue et d'harmonisation des positions pour améliorer l'économie maritime des deux pays. Tous ces axes de coopération vont être finalisés, validés et mis dans un communiqué conjoint en cours de négociation dès demain mercredi. Une entente en perspective qui traduit la volonté des deux chefs d'État de renforcer une coopération bilatérale au grand bonheur des deux peuples frères. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est donc des relations de pêche de plusieurs années matérialisées par une coopération dynamique et exemplaire depuis des années. 300 licences de pêche artisanale renouvelées et des permis de pêche pour les thoniers. Charles Mbagué. Pour la Mauritanie et le Sénégal, la pêche représente un secteur dynamique de coopération susceptible de booster la croissance des deux pays. Conformément à la nouvelle orientation des autorités mauritaniennes, les accords de pêche rompus depuis août 2012 ont été remis à jour le 1er juin 2013. Ainsi, 300 licences de pêche ont été renouvelées. Le président Abbas a joué un rôle de décrispation extrêmement important et positif dans la signature de ce protocole. Et il est prévu que dans les prochaines négociations, que nous puissions reparler de la pêche industrielle pour que la pêche industrielle soit intégrée dans le protocole. Mais en attendant, le président a donné l'accord pour que des licences libres soient autorisées. Pendant 3 mois, 300 pirogues sénégalaises sont ainsi autorisées à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Pour mieux encadrer l'esprit novateur de cette coopération, une commission paritaire est chargée de veiller à l'application rigoureuse du quota débarqué et du protocole d'accord. Dans ces nouvelles orientations, les autorités mauritaniennes accordent un quota de 40 000 tonnes de poissons par an avec une redevance de 6 500 francs CFA par tonne, soit 262 millions de francs CFA au total. Ces accords constituent une bouffée d'oxygène pour les pêcheurs sénégalais et une source de recettes financières importante pour l'économie mauritanienne. Je pense que d'avoir la possibilité d'avoir 300 pirogues sénégalaises pêchant en Mauritanie, d'avoir un quota de prélèvement de 40 000 tonnes est déjà un premier pas. Je pense que c'est aussi le lieu de solliciter le président Abbas et le président Macky Sall parce que, vous savez, le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays que rien ne peut séparer. Ce qui est aussi fondamental dans ces accords, c'est cette nouveauté qui se traduit par l'allongement du temps de pêche accordé, la baisse du quota à débarquer en Mauritanie de 6%. Il y a aussi la fin de l'obligation du point de passage, l'identification de l'équipage et l'immatriculation des navires. Côté pêche donc, la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal reprendra vigueur et se porte bien. Il est incontestable que la coopération se porte bien. Il est incontestable que les opérateurs sénégalais sont bien reçus en Mauritanie. Il est incontestable également que les navires mauritaniens qui, dans le cadre de ce protocole pêche au Sénégal, sont bien accueillis au Sénégal. Je pense que c'est la base de tout redémarrage de cette collaboration et de cette coopération. Elle se porte bien. En plus de tous ces points positifs, les pêcheurs et armateurs sénégalais souhaitent un renforcement de ces attributions qui cimenteraient les relations séculaires entre la Mauritanie et le Sénégal. Sénégal-Mauritanie, une coopération exemplaire et dynamique. Haute coopération, le Sénégal et le Québec nouent un nouveau partenariat dans le domaine de la protection sociale. Le gouvernement québécois s'engage à appuyer les autorités sénégalaises dans un partenariat gagnant-gagnant, nous dit Wali Gueye.
accompagner le Sénégal pour mettre en place un système de protection sociale pour les Sénégalais et plus particulièrement les travailleurs du secteur informel. Tel est l'objet de la rencontre entre le ministre de la fonction publique et son homologue québécois des relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Et faire en sorte que l'expertise que nous avons développée au Québec puisse être transmise aux organisations syndicales et aux travailleurs, aux travailleuses du Sénégal, d'une part, le secteur informel en particulier. Le ministre a indiqué l'importance pour lui de développer la sécurité sociale à la fois sur la santé et sur la retraite dans le secteur informel. Au-delà de la protection sociale, ce nouveau partenariat vise à renforcer l'efficacité des structures gouvernementales et la qualité de la main-d'œuvre, des piliers essentiels à la croissance économique du Sénégal. La partie sénégalaise accueille à bras ouverts cette opportunité car ce partenariat prend en compte les besoins des Sénégalais. On va voir comment maintenant tirer profit de cette belle opportunité d'une délégation qui vient et qui se préoccupe de comment on doit ensemble élaborer des partenariats. C'est ça le partenariat, un partenariat gagnant. Je pense que c'est une belle initiative. Cette dynamique partenariale a été saluée par les organisations syndicales et le patronat sénégalais. Ils attendent beaucoup de l'expertise québécoise. C'est désormais officiel. Le Québec dispose d'un bureau d'expansion chargé de promouvoir l'implantation des entreprises québécoises, l'accompagnement commercial et le partenariat économique privé et public au Sénégal. Les locaux de ce bureau, situés en plein quartier des Affaires à Dakar, ont été inaugurés ce matin à Alassane Diédhiou. Voilà, nous déclarons officiellement ouvert le bureau d'expansion Québec-Dakar. C'est désormais chose faite. Le Québec dispose au Sénégal d'un bureau d'expansion chargé de promouvoir les relations institutionnelles et économiques bilatérales, l'implantation et le développement des entreprises québécoises au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Il s'agit d'une grande première et cette marque d'intérêt particulière ne pouvait échapper aux autorités sénégalaises. C'est cela aujourd'hui la diplomatie économique que prône le président Macky Sall. Ça montre également que le Sénégal est devenu un environnement des affaires attrayant. Aujourd'hui, une centaine d'opérateurs économiques d'un grand pays parmi les grandes puissances économiques, les 50 premières puissances économiques du monde, le Québec, cela est un signe de satisfaction, mais également d'encouragement. Pragmatisme et efficacité, ce diptyque semble être le credo des initiateurs de ce projet. En effet, 24 heures après l'ouverture du forum de partenariat, des résultats concrets ont été obtenus. Le nombre, on pensait avoir une dizaine d'ententes, mais chemin faisant, en quelques jours, 6 ententes supplémentaires ont été réalisées. L'ouverture du bureau d'expansion Québec ici donne le signal que nous avons, en tant que gouvernement, fait le diagnostic que Dakar était le lieu où s'installer pour ensuite rayonner sur l'Afrique de l'Ouest. L'engouement que suscite l'implantation de ce bureau d'expansion du Québec au Sénégal va au-delà du partenariat entre entreprises privées. En effet, ce forum a permis à des institutions publiques de formation des hauts cadres de l'administration, telles l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ENA au Sénégal, de nouer des accords de partenariat, notamment dans le domaine de la formation. Sommet de la francophonie, la 15e édition sera organisée au Sénégal. Pour la réussite de cet événement prévu en novembre 2014 à Diamniadio, le Québec compte accompagner le Sénégal sur beaucoup de projets. D'ailleurs, une séance de travail a été organisée hier entre les deux pays. Marianne Senghor. 24 ans après avoir abrité la 3e édition, le Sénégal accueille à nouveau le 15e sommet de la francophonie. 56 chefs d'État et de gouvernement vont y prendre part. Le site devant recevoir ce grand rendez-vous francophone sort de terre. Le site de Diamniadio a été choisi parce qu'il correspond à une vision du chef de l'État qui, pour désengorger Dakar et le mouvement de balancier que nous connaissons tous aux heures de pointe, a décidé de créer une ville nouvelle qui regarderait beaucoup plus vers l'Est et qui permettrait de faire en sorte que le futur soit déjà une donnée du présent. Il s'agit donc, à l'occasion de cette séance de travail, de voir avec la délégation québécoise les modalités pour la réalisation des grands projets de cet événement. Nous avons développé une certaine expertise. Nous avons proposé au délégué général de partager cette expertise, de participer de toutes les façons qui
qui sont possibles pour nous et qu'il jugera utile au succès de ce sommet. Ce 15e sommet coïncide avec la fin du 2e mandat du président de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Un défi pour l'OIF de réussir cette fête de la langue française. Je vous le disais dans les titres de ce journal, un séminaire sur le litige foncier s'est ouvert à Dakar. L'aménagement du territoire préoccupe l'État du Sénégal. Le ministère de la Justice et les auxiliaires de justice veulent apporter des solutions pour une réforme en profondeur du droit foncier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le compte-rendu est signé à Ndiaye. Le contentieux foncier interpelle l'État, les citoyens et les investisseurs. Le litige foncier prend de l'ampleur au Sénégal. Le ministère de la Justice et la Chambre des notaires ont posé le débat. Les cas les plus récurrents, c'est les ventes de terre. Il arrive qu'une même personne puisse vendre à plusieurs personnes la même terre, alors donc, ou la même maison. Et souvent, les mêmes personnes ont plusieurs titres de foncier, ils ont plusieurs titres de propriété. Alors tout le monde est paralysé et cela évidemment crée une tension et des conflits. Le ministère de la Justice est souvent saisi par les citoyens. Les réclamations concernent les décisions administratives d'affectation ou de désaffectation des terres. Sont aussi concernés les litiges fonciers qui durent longtemps devant les juridictions. Ce qui est important, c'est que c'est une réflexion globale qui va être engagée et qui ne restera rien de côté, de manière à ce que ces histoires, que nous puissions, à défaut de les éliminer totalement, les amoindrir, de manière que ceux qui ont un titre de propriété puissent avoir la sécurité juridique. L'objectif de ce séminaire, c'est d'assurer la sécurité juridique à tous les détenteurs de titres fonciers et faire en sorte que chacun puisse utiliser son titre de propriété à des fins économiques, à des fins d'obtention de crédit et en même temps tout simplement à des fins de mener des activités qui lui porteraient des revenus. La terre est un facteur de développement économique. Avec l'exode rural et la forte concentration urbaine, les différends autour du foncier sont devenus fréquents. Une nouvelle démarche administrative permettra d'améliorer la politique d'aménagement du territoire. Dakar abrite la conférence africaine extraordinaire de la décentralisation et du développement local. Des experts venus de différents pays d'Afrique réfléchissent sur la charte africaine de la gouvernance locale et la création des autorités locales, une façon de donner à l'Afrique une vision commune pour la décentralisation. Maman Moussagnan. Avec cette rencontre qui réunit les experts, consultants et élus locaux d'Afrique, c'est l'architecture du développement africain qui devrait bientôt avoir un nouveau visage. En effet, le continent tend vers la création d'un haut conseil africain des autorités locales et la mise en place d'une charte du développement local. Depuis presque 2 ans, la Commission de l'Union africaine et les États membres travaillent sur cette charte. Elle a fait l'étape de plusieurs discussions et de modifications. Maintenant, au niveau de cette réunion, nous pensons que cette charte sera validée par les États membres présents ici. Déjà, le CADEL a institutionnalisé la Journée africaine du développement local, un résultat concret de ces actions qui visent surtout à impliquer davantage les élus locaux dans la prise de décision à l'échelle continentale. Et nous sommes donc arrivés à un document de proposition que nous soumettons maintenant aux États pour validation. Et ce sera après donc la validation par les États que ce document pourra maintenant être partagé au niveau de l'Union africaine avec les chefs d'État qui en définitive prendront la décision de la création et surtout de l'ancrage dont il faudra décider du Haut Conseil des collectivités locales au sein de la Commission de l'Union africaine. Avec cette rencontre, Dakar est au cœur de l'actualité de la gouvernance locale en Afrique. Vos travaux devraient permettre de consolider les efforts entrepris pour doter l'Afrique d'une charte des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Après les experts, les ministres africains de la décentralisation et des collectivités locales prendront le relais. Ils vont réfléchir sur les documents des experts avant de les valider. À présent, cap vers le palais de la République où le chef d'État, le président Macky Sall, a offert un dîner à l'honneur de son hôte, le président
Ould Abdelaziz de Mauritanie. Nous retrouvons sur place notre reporter Oumy-Nour. Bonsoir. Apparemment, Oumy-Nour ne m'entend pas, mais vous voyez sur ces images le président Macky Sall, le président de Mauritanie, Ould Abdelaziz, Mohamed Ould Abdelaziz. C'est l'heure des tous à présent. Oumy-Nour. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala ashrafil mursalin. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous. En cette terre sénégalaise, terre de la Teranga, qui s'est exprimée encore une fois à travers l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet dans cette belle capitale, Dakar. Je tiens à vous exprimer au nom du peuple mauritanien et à mon nom personnel nos sentiments de gratitude, d'estime, de reconnaissance et d'amitié. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'hospitalité à laquelle nous avons eu droit exprime naturellement la chaleur des relations séculaires qui unissent les deux peuples, mauritaniens et sénégalais. En effet, unis par l'histoire, la géographie et la culture, nos peuples ont vécu dans l'harmonie et la paix et restent plus que jamais liés par un destin commun. L'histoire retiendra que les érudits des Mahadras mauritaniennes et les grands cheikhs des confréries religieuses sénégalaises ont patiemment façonné et marqué la culture de ces deux peuples et tissé des liens indéfectibles sur le double plan spirituel et humain. Grâce aux valeurs partagées, nos peuples ont pu mettre en échec tout au long de l'histoire les tentatives de domination et d'acculturation. Face au risque potentiel d'une mondialisation intrusive, la Mauritanie et le Sénégal se doivent de conjuguer leurs efforts afin de préserver leur précieux patrimoine spirituel et culturel commun. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la consolidation des relations mauritano-sénégalaises requiert des efforts constants dans plusieurs domaines. Au plan économique, il s'agira de favoriser davantage les échanges bilatéraux. Dans ce cadre, Monsieur le Président et chers frères, nous devons nous employer au renforcement et à la consolidation de notre organisation commune dédiée à la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, cité comme exemple de réussite en matière d'intégration sous-régionale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre région du Sahel est confrontée à d'importants défis environnementaux, dont la désertification et les effets négatifs des sécheresses récurrentes mettant à rude épreuve les moyens de subsistance de nos paysans et éleveurs. Nous devons à ce propos renforcer les capacités de prévention, d'alerte et d'intervention de nos organismes régionaux tels que les SILS. Si globalement la région du Sahel connaît des déficits pluviométriques récurrents, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle subit épisodiquement des pluies diluviennes provoquant des inondations, source de graves désagréments pour nos populations. Ces défis environnementaux et d'adaptation peuvent constituer un thème fécond de recherche scientifique, d'innovation technologique et de collaboration entre nos universités et nos structures de recherche. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les efforts de nos pays en matière de développement durable resteront vains si la question de la sécurité n'est pas traitée avec la rigueur nécessaire. À ce sujet, l'urgence aujourd'hui au Sahel est d'éradiquer le terrorisme et le trafic de drogue. La Mauritanie a très tôt pris
conscience du péril terroriste et a décidé, en comptant sur ses propres ressources, de prendre à bras le corps ce défi dès 2009, et c'est malgré un contexte économique mondial défavorable. En effet, une approche pluridisciplinaire et pluridimensionnelle a été mise en œuvre et a permis de repousser les menaces terroristes qui pesaient sur notre pays et de contribuer efficacement au contrôle de nos frontières dans l'objectif de mettre fin au trafic illicite. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie constitue un moment privilégié pour célébrer la fraternité et l'amitié entre le Sénégal et la Mauritanie. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer notre volonté de renforcer davantage les relations bilatérales et le partenariat privilégié entre la Mauritanie et le Sénégal au profit de nos deux peuples et de la paix et la sécurité dans la sous-région. Vive le Sénégal, vive la Mauritanie, vive l'amitié mauritano-sénégalaise. Je vous remercie. Bonsoir Alassane et merci, bienvenue au Palais présidentiel pour cette soirée de gala qui est le dernier acte de cette première journée de travail, de cette visite d'amitié et de travail qu'effectue le président mauritanien depuis quelques heures au Sénégal. Tout de suite, je vous laisse écouter le président Macky Sall pour son discours de bienvenue à son hôte, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Avant d'écouter le président Macky Sall, revenons un peu sur le discours du président Mohamed Ould Abdelaziz qui a parlé d'estime, de reconnaissance, mais également d'hospitalité du peuple sénégalais. En attendant d'entrer en ligne avec notre équipe technique qui est dans la salle des banquets, je m'en vais vous rappeler un peu les points forts de cette visite d'amitié et de travail qu'effectue le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz dans notre pays depuis 11h30 ce matin. Il est arrivé à la tête d'une forte délégation. Dans cette délégation, il y a notamment pas moins de 9 ministres de secteurs clés comme l'énergie, le pétrole, les transports, le développement rural, les affaires islamiques ou autres. Mais demain, il y aura aussi cette rencontre avec la communauté mauritanienne. En attendant, les deux délégations ont tous eu, après un accueil chaleureux de l'aéroport au palais présidentiel, ils ont eu, les membres de cette délégation, avec leurs homologues sénégalais, une séance de travail bilatérale ici au palais présidentiel. Maintenant, je m'en vais me tourner vers mes collègues du service technique pour voir si le président a démarré son discours dans la salle des banquets. Voilà, l'élément n'est pas encore en place. En attendant, je continue de vous entretenir toujours de ce voyage de quelques heures qu'effectue le président Mohamed Ould Abdelaziz au Sénégal, le président mauritanien. Au menu, il y aura certainement ce projet de pont à Rosso sur le fleuve Sénégal qui va faciliter les échanges, notamment en matière de transport entre les deux rives du fleuve Sénégal. Il y aura aussi d'autres ententes qui seront signées en matière. Voilà, on me dit qu'on est en direct avec la salle des banquets. Nous écoutons tout de suite le président Macky Sall pour son discours de bienvenue à son hôte, le président Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. Le même rêve d'un destin solidaire. Voilà qui nous engage à marcher la main dans la main, à relever dont vous assurez la présidence en exercice
avec dynamisme. Monsieur le Président, votre visite, après la mienne en République sœur de Mauritanie, il y a un an, nous donne l'occasion d'aller encore plus loin dans le raffermissement de nos relations d'amitié et de coopération. Nous en avons la volonté avec le projet du pont de Rosso qui nous servira de trait d'union au-dessus du fleuve Sénégal pour renforcer les échanges entre nos deux pays et au-delà. Ce soir, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous réaffirmer et vous réitérer ma ferme détermination d'enrichir avec vous le legs historique de nos anciens. Le Sénégal poursuivra dans le même esprit son compagnonnage avec la Mauritanie au plan bilatéral, à l'échelle africaine, au sein de la Oumma islamique et d'autres instances internationales. Et ensemble, nous réussirons. C'est sur cette note optimiste que je vous invite, mesdames et messieurs, à porter avec moi un toast en l'honneur et au bien-être de mon frère et ami, le président Mohamed Ould Abdelaziz, et à la prospérité toujours croissante du peuple mauritanien, amis et frères, dans la paix et la stabilité. Vive la République islamique de Mauritanie, vive le Sénégal, vive l'amitié et la fraternité sénégalo-mauritanienne. Je vous remercie. Voilà, Alassane, vous venez d'écouter le discours du président sénégalais Macky Sall, discours de bienvenue à l'attention de son hôte, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Et dans quelques instants, le président mauritanien, l'hôte de marque du Sénégal, va prendre la parole et l'élément est presque en place, nous dit-on. On retournera à la salle des banques dans quelques minutes. Laissez-moi juste revenir un peu sur le discours du président Macky Sall qui est revenu sur les liens multiséculaires qui unissent ces deux pays, la Mauritanie et le Sénégal, qui en plus de partager une frontière longue de plusieurs kilomètres, ont aussi des relations et des choses qui les lient sur le plan culturel, sur le plan religieux et sur le plan économique, des choses sur lesquelles il faudrait tabler justement pour aller au-devant. Merci Oumindour. On a entendu le président Macky Sall qui a parlé de l'amitié et de la fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous continuons ce journal pour parler de la banlieue dakaroise. Les inondations sont sous contrôle, ce qu'a annoncé le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Khadim Diop a constaté de visu le système de drainage des eaux pluviales. Malgré les efforts, certains quartiers vivent encore sous les eaux. Il a annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de drainage des eaux à partir de la semaine prochaine au Mokalsoum Sall. L'image est devenue banale chez les habitants de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Kermassar. Ce réservoir, transformé en pirogue, leur sert de moyen de transport depuis une semaine. Il débourse 100 francs par voyage et par personne. L'eau nous vient d'ailleurs. Ce point-là, c'est le point le plus bas de la zone. Donc toutes les eaux qui quittent Erifisque et Plan Djahaï se déversent vers l'unité 3. Vous avez vu? C'est devenu un lac. Et pourtant, ce quartier n'avait jamais connu cette situation auparavant. Nous avons constaté une surcharge au niveau de l'évacuation, notamment pour ce qui concerne les quartiers de l'unité 3, mais également des quartiers qui sont encaissés à cause de la nouvelle route du Précol. C'est une nouvelle zone d'inondation. Au moment où les projets en cours au niveau de ces zones étaient à l'étude, cette zone n'était pas encore inondée.
c'est des lotissements récents et la route n'était pas encore mise en place. Non loin de là, un bassin de rétention reçoit les eaux pluviales de toute la zone de Keur Massar. Le système de drainage fonctionne sans arrêt, mais dans certains quartiers, les eaux stagnent toujours. Lors des dernières pluies, il est tombé plus de 130 mm dans ces alentours de Mbao Keur Massar. Le pompage ne peut pas être continué parce que si nous continuons le pompage à certains quartiers, le cas de quartier de l'unité 3 dont je viens de parler, à un moment donné, les bus étaient saturés. Et comme vous le savez, le gravitaire ne fonctionne pas lorsque la canalisation est pleine. Donc il va falloir arrêter le pompage à un moment donné pour permettre que le gravitaire fonctionne. Accompagné d'experts, Khadim Dioub a constaté la situation et déjà il annonce la mise en service d'une deuxième voie d'évacuation des eaux vers la forêt de Mbao. Nous sommes en train de préparer à partir de la semaine prochaine la mise en place d'une nouvelle ligne qui permettra de trouver, d'alléger considérablement la canalisation existante et de ce fait donc les eaux pourront de manière gravitaire aller justement vers la mer. Dernière étape de cette visite, Médina Gounass. Ici, les efforts consentis par l'État ont eu un effet positif sur le niveau de l'eau qui a considérablement baissé. La Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance a organisé une journée de l'assurance vie. Le thème a porté sur l'indemnité de fin de carrière de retraite complémentaire. La structure va améliorer considérablement le revenu des retraités d'Amsila. Prévoir un avenir plus serein pour les travailleurs en début ou en fin de carrière, c'est le nouvel objectif assigné par la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance. 2 contrats sont proposés. Il s'agit de l'indemnité de fin de carrière et de la retraite complémentaire. Ceci pour augmenter le revenu des retraités. La journée que nous consacrons à l'indemnité de fin de carrière permettra d'attirer l'attention des employeurs, de les sensibiliser sur l'avantage qu'ils ont à externaliser leur indemnité de fin de carrière. Quant à la retraite complémentaire, c'est donc une assurance collective qui permet d'apaiser le climat social dans les entreprises et d'améliorer les pensions de retraite. La nouvelle approche fiscale accorde des baisses d'impôts à condition que les ressources non taxées soient converties en une épargne longue. Pour l'effectivité de cette décision, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance coopère avec les entreprises nationales pour la transformation des gains fiscaux. Le potentiel d'économie de charges fiscales que les entreprises pourraient en tirer tout en permettant à ces dernières de participer au renforcement de la sécurité financière de leurs employés. Le développement du dialogue social au sein des entreprises, la possibilité de constitution d'une épargne longue au niveau des compagnies d'assurance afin qu'elles puissent participer davantage au financement de l'économie nationale. Avec les nouvelles dispositions du Code général des impôts, l'État a mis en place les voies et moyens pour la valorisation des salaires et l'augmentation des bénéfices nets des employeurs. Reste maintenant aux assureurs vie de répercuter ces avantages sur les travailleurs abonnés. Lutte contre les violences faites aux femmes. Les acteurs ont discuté ce lundi des mesures à prendre pour harmoniser leurs interventions. L'objectif est d'assurer une meilleure assistance aux femmes victimes de violences. Ndaïreja. Après l'élaboration de ces procédures opérationnelles, les femmes victimes de violences pourront accéder rapidement aux services. Selon une étude initiée par l'ONU Femmes dans 8 régions du Sénégal, les cas de violences faites aux femmes et aux filles sont plus traités par les établissements de santé que par les structures judiciaires. Ces procédures standards incluent le fait qu'on puisse aujourd'hui voir quel est le premier point de contact pour une victime. Est-ce que c'est le centre de santé ou est-ce que c'est la maison de justice? À partir de ce moment, on va dérouler un ensemble d'activités permettant une prise en charge de la victime. Il est donc question d'apporter plus d'efficacité dans la prise en charge des victimes. L'objectif est d'harmoniser l'intervention des différents acteurs qui luttent contre ces violences basées sur le genre. Au Sénégal, il y a une certaine diversification dans la prise en charge des actes de violence. Des situations de violence arrivent dans des hôpitaux sans que le personnel médical ne soit nécessairement informé des actes à poser lorsqu'ils sont dans un cas de violence faite aux femmes. Quels sont les protocoles à déclencher lorsqu'on est dans une situation de violence faite aux femmes?
Le Sénégal a fait des pas importants dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cependant, le phénomène persiste. L'étude commanditée par l'ONU Femmes révèle que le nombre de cas de violences enregistrés dans les tribunaux a doublé ces 5 dernières années. Le Parlement du climat a tenu un atelier de renforcement de capacité des parlementaires sénégalais en énergie renouvelable. L'Organisation mondiale a organisé la rencontre en partenariat avec l'Union européenne, le PNUD et la coopération allemande. À travers cet événement, le Parlement du climat vise à faire connaître aux députés l'importance et l'utilité des énergies renouvelables. Côte du Seine. Appuyer le Sénégal à travers ses députés pour une meilleure exploitation de ces énergies renouvelables. Voilà l'objectif que s'est fixé le Parlement du climat. Une trentaine de parlementaires sénégalais a bénéficié d'une formation sur la question. Le Parlement du climat, c'est une organisation internationale qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables en essayant de travailler avec les députés de tous les pays du monde pour donner un certain nombre d'outils dans le domaine des énergies renouvelables, afin que ces députés, ces parlementaires puissent travailler avec l'exécutif, les gouvernements de leur pays pour développer davantage les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des sources inépuisables. Elles proviennent du soleil, du vent ou des cours d'eau, entre autres. Le Sénégal a d'importantes potentialités dans ce domaine. Nous pensons que le Sénégal peut vraiment devenir un leader mondial dans le cadre des énergies renouvelables. Les 10 experts présents à la rencontre ont permis aux parlementaires de mieux cerner le sujet, mais les niveaux de compréhension sont variables. Nous ne sommes pas des techniciens à la matière. Donc, l'avenir, c'est les énergies renouvelables pour le Sénégal. Parce que simplement, nous avons du soleil, nous avons de l'eau, nous avons du vent et que nous devons réfléchir par rapport à ces questions pour régler la question de l'énergie. Cet atelier est le premier acte de la série de rencontres sur les énergies renouvelables. Le Parlement du climat n'a qu'un but, atteindre les objectifs de l'énergie durable pour tous. Faire en sorte que les mamans dépistées séropositives à Kolda ne transmettent pas le virus à leurs enfants, c'est l'objectif du Conseil national de lutte contre le sida qui a mis en œuvre un plan d'élimination. Hamidou Diop. Avec son caractère transfrontalier, Kolda est l'une des régions les plus affectées par le VIH-Sida. Le CNLS, la division Sida du ministère de la Santé et tous les acteurs de la riposte ont mis en œuvre un plan pour réduire les nouvelles infections et éviter surtout la transmission du virus de la mère à l'enfant. Un objectif dont l'atteinte passe par l'accès des femmes aux soins. Les femmes n'accèdent pas encore aux structures de santé, particulièrement les femmes enceintes. Juste pour donner un exemple, il était attendu 25 000 consultations prénatales dans la région et nous nous sommes rendus compte que déjà pour le premier semestre, la région n'a eu accès qu'à peu près 7 400 femmes enceintes. Et pour cause, l'enclavement de certains postes de santé comme celui de Médina Yoro Fula et la faiblesse des ressources humaines de qualité. Kolda, malgré ses goulots d'étranglement, a connu quand même des progrès grâce à l'engagement des acteurs locaux. Au Sénégal, il y a des personnes braves. Et je veux surtout louer l'effort des acteurs de Médina Yoro Fula. Voilà un district qui est enclavé et qui a de sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas assez de moyens de locomotion. Les femmes enceintes sont prises sur des charrettes et malgré tout, ils ont fait des résultats. Je pense qu'il faut louer ces efforts avec toutes les difficultés qu'il y a. On dit souvent qu'il faut apprendre aussi à travailler même s'il y a des difficultés. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à surmonter pas mal de difficultés. Pour être au rendez-vous de 2015, il sera important de continuer à travailler en synergie. Les acteurs présents à cette rencontre d'évaluation se félicitent des acquis et préconisent la vigilance pour que d'ici 2015, aucun enfant ne meure du sida à Kolda. Parlons à présent de passation de service au niveau des ministères. Le ministre Omar Gueye, qui a hérité du ministère du Tourisme et des Transports aériens, passe le témoin au ministre Pape Diouf, aussitôt installé. Le tout nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il compte s'inscrire dans la continuité et relever les nombreux défis qui l'attendent. Parlons à présent d'une autre cérémonie de passation de service. Du côté du ministère de l'Intérieur, le général Patesek a passé le témoin à Abdoulaye Daouda Diallo.
La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence de toute la famille de l'administration territoriale et autres personnalités civiles et militaires. Un hommage a été rendu au ministre sortant qui lui a souhaité la bienvenue au tout nouveau ministre de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo s'engage ainsi à poursuivre les actions et surtout en œuvrant pour une bonne tenue des élections locales de 2014. Autre passation de service, mais cette fois-ci c'est au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Maria Massar a passé le témoin à Madame le ministre Dr Antassar. La cérémonie s'est déroulée hier au building administratif devant un public venu nombreux. Le nouveau ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance est félicité du choix de sa modeste personne pour diriger. Les souvenirs et l'exactitude d'aide qui jalonne sa vie d'élève, d'enseignant, de fonctionnaire international, et aujourd'hui il reconnaît certains de ses anciens élèves. Je constate qu'il y a dans la salle aussi certains de mes anciens élèves du collège Blanchot et du lycée Faidherbe de Saint-Louis. Voilà notre vocation, nous enseignants, nous retrouvons toujours nos anciens élèves et nous les retrouvons avec fierté. Je continue d'apprendre. Apprendre pour ne pas vieillir, n'est-ce pas? On vieillit quand on cesse d'apprendre. Et j'ai commencé à apprendre à côté d'une personne du 3e âge. Et justement, ces personnes du 3e âge veulent mettre leur connaissance, leur expérience à la disposition de la jeune génération dans les segments de nos sociétés actuelles, d'où cette université porté sur les fonds baptismaux. Même si en réalité le concept de l'université du 3e âge a été créé par le professeur Velas de l'université de Toulouse en 1973, il n'en reste pas moins vrai que c'est le support d'une institution, entre autres l'UNESCO, qui a accompagné le processus de sa consolidation pour en faire aujourd'hui une vitrine d'un nouveau modèle de perception du 3e âge. Amadou Mahtar Mbow a reçu un standing ovation à la remise de la toge honorifique et le titre de docteur honoris causa de l'université du 3e âge, avec un cours inaugural qui a fini de séduire son ancien élève venu représenter le ministre des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes à la croisée des chemins, dans un monde en pleine mutation et où le 3e âge, c'est ce dont je suis, pour paraphraser un peu Sartre. C'est ce dont nous sommes tous ici. Le 3e âge a un rôle capital à jouer dans l'évolution de ce monde en crise. Ne croyez pas que parce que vous êtes à la retraite, c'est fini. Donc, vous devez vous mettre également en activité. Et c'est de cette manière, à mon avis, que vous contribuez peut-être à sauver le pays, à assurer le progrès du pays et élever votre voix. À chaque fois que vous considérez que quelque chose ne va pas, élevez votre voix. Parce que ce pays, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez fait qu'il soit ce qu'il est à l'heure. Pour un cours inaugural, le doyen Mbow a lu sans un texte écrit, mais il a su réarmer en usant l'anecdote croustillante de sa vie pour délivrer une leçon qui retrace l'histoire du Sénégal, la connaissance de la famille, des plantes, la cohabitation ethnico-politico-religieuse, les croyances et les rites, sans compter les questions macroéconomiques comme la dette des pays sous-développés, la question de la terre, les problèmes d'eau. Autant de donner une cure de jouvence à ces personnes du 3e qui débutent une nouvelle vie. Les pèlerins venus de tous les continents étaient en procession nocturne au flambeau pour prier Notre-Dame de Lourdes. Cierge et chapelet à la main, ils ont prié dans toutes les langues. François Sec. Prions pour toutes les communautés chrétiennes rassemblées en ce jour pour célébrer le Seigneur ressuscité. La statue illuminée de Notre-Dame de Lourdes, entourée de cierges portés par des pèlerins, des dizaines de chapelets récités, la procession médite sur les 5 mystères glorieux.
Les pèlerins venus de divers horizons ont revisité la résurrection du Christ, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption de la Vierge et le couronnement de Marie. La Vierge, avec sa couronne de la place de la basilique Saint-Rosaire, à la gloire de Marie, la lumière a resplendi dans les cœurs. C'était sensationnel. On avait vraiment la joie au cœur et ça faisait penser à beaucoup de choses. C'était merveilleux. On a évoqué tous les mystères glorieux de la Vierge Marie auprès de la Sainte Bernadette. On a prié pour tout le Sénégal. Pour marquer la fin de la réunion, chacun souhaite la paix à ses voisins, des gestes qui font de cette communauté priante l'unité des chrétiens. Actualité en Syrie, la proposition de la Russie de placer l'armement syrien sous contrôle international a trouvé écho favorable. Damas l'a accepté et nombreux sont maintenant les leaders en Europe et outre-Atlantique à juger l'initiative intéressante. Cependant, la prudence est toujours de mise. La crise ouverte par l'armement chimique de Bachar el-Assad a connu lundi un rebondissement spectaculaire. Quelques heures après une rencontre avec son homologue syrien, le chef de la diplomatie russe a fait état d'une proposition américaine de placer cet armement sous contrôle international pour éviter une frappe. Nous ne savons pas si la Syrie acceptera cela, mais si l'établissement du contrôle international sur l'armement chimique dans ce pays permet d'éviter une frappe, nous commencerons immédiatement à y travailler avec Damas. Saisissant le message au vol, Damas et Téhéran ont aussitôt approuvé le plan. Je déclare que la République arabe syrienne accepte l'initiative russe. La République islamique d'Iran est favorable à cette initiative qui pourrait stopper la militarisation de la région. Prenant acte de ce revirement, le président américain en a tiré les premières conclusions. Nous n'en serions pas à ce point s'il n'y avait une menace militaire crédible renforçant la convention qui interdit l'usage d'armes chimiques. N'a pas de capacité militaire importante comparée à nous. Par contre, ses alliés, l'Iran et le Hezbollah, l'ont. Ils pourraient lancer des attaques asymétriques contre nos ambassades dans la région, par exemple. Mais nous pensons qu'actuellement, ils ne veulent pas faire une chose pareille. C'est à vous, seul allié des États-Unis dans cette fermeté, la France a annoncé dans la foulée qu'elle allait présenter à l'ONU un projet de résolution contraignant pour le contrôle et le démantèlement des stocks chimiques syriens. Accueilli avec soulagement par toutes les chancelleries, y compris de la Ligue arabe, la pause dans la frappe annoncée est plutôt mal vécue par l'opposition syrienne. Elle y voit une nouvelle occasion laissée au régime d'Assad de continuer à massacrer la population avec des armes non chimiques. Retour au Sénégal, les ex-agents du Sénat sont recrutés dans la fonction publique. Le chef d'État a vu à faire cette promesse aux 43 agents du Sénat lors de la fête du 1er mai dernier. À ce propos, nous écoutons le porte-parole des ex-agents du Sénat au micro de Salou Seck. Il y a plus d'un an, en août 2012, le Sénégal avait été frappé par des inondations sans précédent. Le président de la République, de retour de voyage, avait décidé la suppression des populations des eaux. Nous avions demandé au président de la République et à son gouvernement de sauvegarder au moins les emplois qui avaient été créés au niveau du Sénat. Le président nous avait rencontrés lors d'une audience et avait magnifié notre sens du devoir et notre sens républicain. Et nous avait promis de redéployer le personnel du Sénat et de les intégrer au niveau de la fonction publique. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'ensemble des agents de l'ex-Sénat ont été engagés au niveau de la fonction publique et ont effectivement pris service dans les différents ministères d'affectation. C'est donc pour nous aujourd'hui l'occasion de venir au niveau de l'opinion pour remercier le président de la République d'avoir respecté ses engagements.
Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que la parole du président de la République, cette haute parole a aujourd'hui un sens, puisque le fait qu'il nous l'avait donné, aujourd'hui, s'est traduit en actes. Les enfants des agents de la RTS en colonie de vacances à Mbodiène, par de 100 enfants ont pris le départ ce matin dans le hall de la radiodiffusion télévision sénégalaise pour accompagner les enfants qui partent à Mbodiène. Toutes les autorités de la RTS étaient au rendez-vous à Hamidou Diop. À quelques minutes du départ pour Mbodiène, le ton est déjà donné dans le hall de la RTS. Dans la bonne humeur, les enfants et les moniteurs ont livré un avant-goût de l'ambiance qui va régner dans cette colonie de vacances qui a réuni cette année 114 enfants. Tout ça, c'est pour promouvoir la politique sociale et promouvoir surtout le bien-être des agents. Parce qu'on a compris que dans une entreprise, il faudrait que les agents soient motivés. Et quand les agents sont motivés, ça se répercute dans le travail. Et le directeur général Racitala l'a très bien compris. Et il est en train de mettre toutes les activités, tous les acquis à leur profit pour essayer de concrétiser ces actions. Ce séjour de 15 jours sur la Petite Côte sera l'occasion de mener des activités socio-éducatives. L'essentiel pour l'encadrement, inculquer aux tout-petits les notions de citoyenneté et de civisme et les valeurs culturelles sénégalaises. Nous avons constaté qu'avec l'agression culturelle, il y a certaines valeurs positives qui sont en train de se dégrader. Au-delà de l'aspect renforcement des valeurs civiques, nous voulons aussi renforcer nos valeurs sociales et culturelles. Cette activité de vacances est le résultat d'une politique sociale qui renaît à la RTS. L'ambition des autorités prend en compte les besoins d'épanouissement des travailleurs et de leurs familles. Vos parents ont organisé pour vous en décembre un arbre de Noël et chacun a reçu un cadeau. Aujourd'hui, c'est les colonies de vacances et c'est le but de vos parents. Et il faut les remercier tous du fond du cœur. Ils travaillent 24 heures sur 24 et aujourd'hui, ils ont la possibilité de vous offrir ce cadeau pour que l'année prochaine également, méritiez cela et que pour l'arbre de Noël à venir également, qu'il vous comble de cadeaux. Le directeur aussi de l'occasion pour saluer l'accompagnement des partenaires. Je remercie les partenaires vraiment qui nous ont accompagnés. Il s'agit de PCAS qui fait les cracks, de SATREC, des établissements Rassoul Macao et de Sénécar Tour. Les parents venus accompagner leurs enfants ont multiplié les conseils en leur endroit. Ils tournent essentiellement au respect des instructions que les moniteurs vont leur donner, des moniteurs qui ont aux enfants. L'Afro-Basket féminin 2013, c'est dans 10 jours à Maputo pour éviter les failles connues en 2011 à Bamako. Les Lionnes sonnent l'alerte. Elles veulent être dans de meilleures conditions possibles pour faire un bon tournoi. Ce matin, elles ont fait face à la presse. Louis-Philippe Sagna. D'après les Lionnes, la fédération n'est pas en mesure de satisfaire leurs doléances. Les caisses sont vides, voilà pourquoi elles ont voulu attirer au remboursement de billets d'avion. Il y a des filles qui ont payé leurs billets en venant en regroupement, qu'on reçoit en totalité nos podiums journaliers, un rallongement de nos primes qu'on a jugé un peu dérisoire et nos assurances, parce que pas mal de filles ont déjà signé des contrats. On a déjà 2 de nos joueuses qui sont déjà entrées parce que leur club les menaçait de couper leur contrat si elles